Chers amis, chers Friends of Funds, nous avons le plaisir de vous accueillir, certes dans un format réduit, mais au moins une partie d'entre vous est là. Pour les autres, ce sera en virtuel. Nous sommes donc le 8 juin 2021 et nous sommes au Théâtre des Salons. Le débat aujourd'hui est consacré à un thème d'actualité, le changement climatique et sa représentation dans les fonds de placement. Plus précisément, le défi constitué par la prise en compte des objectifs environnementaux et sociaux dans l'asset management, ces nouvelles exigences qui vont nous être imposées aussi bien par le marché que par les régulateurs. Pour animer ce panel, qui va vous être présenté dans quelques minutes, nous avons le plaisir d'accueillir Katia Brunner, bonjour, ici présente, Senior Legal Counsel de l'AMAS, Asset Management Association Switzerland. Bien ainsi, la nouvelle formulation, le nouveau nom de l'association. Et puis, je vais vous laisser, Katia, présenter le panel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aussi, bienvenue de ma part, de notre part, à ce débat avec le titre très passionnant, Christina l'a dit, le changement climatique et sa représentation dans les fonds de placement. Avant que nous commençons, j'aimerais vous présenter les intervenants. Monsieur Errol Barrow. Monsieur Barrow est spécialiste juridique auprès de PricewaterhouseCoopers à Genève. Ses principaux domaines d'intervention sont la réglementation financière, la conformité et la transparence en matière de durabilité. Aussi, à ma droite, Monsieur Liborn Memetai. Monsieur Memetai est avocat à Genève. Il est spécialisé en particulier dans l'asset management. Il travaille en tant que collaborateur senior de l'étude Lenz+Stellin. Il a étudié le droit à Fribourg et a obtenu un LLM en droit de l'environnement auprès de UCLA à Los Angeles, ce qui lui permet de développer une pratique et conseiller ses clients dans le domaine de la finance durable. À ma gauche, Monsieur Cyril Motte. Monsieur Motte est directeur au sein de EY, expert comptable diplômé. Il cumule plus de 12 années d'expérience en audit et en consulting pour des entreprises locales et internationales dans le secteur financier. Il est présent parmi nous aujourd'hui en sa qualité de responsable suisse des aspects de reporting et d'assurance externe pour la finance durable. Finalement, Monsieur Thomas Zenker. Monsieur Zenker est actif au sein de Dominice Eco Asset Management pour les fonds immobiliers Dominice Swiss Property Fund depuis 2014 sur les activités d'acquisition et de développement immobilier ainsi que sur la planification et le suivi des constructions. Il a acquis son expérience d'architecte et de planificateur général de plus de 25 ans sur les projets de développement et de construction à Londres, Zurich et à l'Arc lémanique. Le développement durable ainsi que son application rationnelle dans la planification et la construction constituent l'une de ses activités quotidiennes. Moi-même, peut-être très brièvement, je suis Senior Legal Counsel au sein de l'Asset Management Association Switzerland. Je suis responsable du dossier de la finance durable. J'ai acquis mon brevet d'avocat ici à Genève. Et je dispose d'une expérience pratique de plus de 15 ans du droit suisse et européen des marchés financiers sous différents angles, niveau gouvernemental, secteur privé, conseil, etc. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai aussi conduit de multiples projets sur les marchés financiers et la mise en œuvre de la réglementation. Voilà. Maintenant, avant de commencer la discussion, permettez-moi de faire une brève introduction en général sur ce sujet qui est très complexe. Vous le savez certainement, il y a essentiellement deux grands moteurs de la durabilité. D'une part, l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, mais aussi l'accord de Paris sur le changement climatique. Comme j'ai dit, la durabilité est un sujet vaste et complexe et c'est un sujet qui est pluridisciplinaire. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment financer la transformation d'une économie traditionnelle en une économie durable. L'asset management, ça c'est clair, joue un rôle de financement important, étant donné qu'il permet de diriger les revenus vers l'économie réelle.
Selon l'OCDE, la réalisation de l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris d'ici à 2030 nécessitera un investissement durable, un investissement mondial de 7 billions de dollars et un investissement d'à peu près de 200 milliards de dollars par an, et seul pour l'Europe. Comme nous savons, l'Union européenne et la Suisse ont choisi des approches différentes pour transformer l'économie. Quelles sont ces approches? Vous le savez peut-être aussi, en juin de l'année passée, le Conseil fédéral a publié un rapport sur la durabilité. Pour le secteur financier, il aimerait créer des conditions légales cadres. Ceci concerne notamment le devoir fiduciaire et l'obligation de transparence. Jusqu'à maintenant, la mise en œuvre de la durabilité repose sur des mesures volontaires en ce qui concerne le secteur financier. L'Union européenne, par contre, afin d'assurer les transformations de l'économie, a pris une multitude de mesures législatives, comme par exemple, pour en mentionner que quelques-unes, la SFDR, ce règlement de transparence, oblige les acteurs des marchés financiers et les conseils financiers à une publication très détaillée des informations, et ces informations doivent être mises à disposition de tous les investisseurs potentiels. La taxonomie, ce règlement vise à créer un langage commun et donc une définition de la durabilité. Un système de classification est prévu pour les activités qui sont considérées comme économiquement durables. Enfin, il y a aussi la nouvelle Corporate Sustainability Reporting Directive qui révise la Non-Financial Reporting Directive. Cette nouvelle directive vise les exigences d'un reporting non financier pour les entreprises. Voilà quelques mots d'ordre général. Maintenant, j'aimerais ouvrir le débat. Une question que j'aimerais vous poser pour ouvrir aussi le débat, Monsieur Motte, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les asset managers lorsqu'ils implémentent les aspects ESG ou de durabilité dans les différents processus internes? Merci beaucoup et bonjour à tous. Enchanté d'être là aujourd'hui. Merci pour la présentation. Donc pour répondre assez rapidement à la question, on a effectué une étude sur le marché suisse récemment sur les différents secteurs financiers. Et on a aussi, par les expériences qu'on a eues sur nos différents clients ces derniers mois, les 3 points essentiels que j'ai envie de faire ressortir des difficultés que rencontrent les asset managers qui ont vraiment décidé de passer le cap et d'investir et de se développer stratégiquement dans ce secteur-là, sont le premier, vraiment, l'intégration des aspects ESG dans toute la chaîne de valeur. Donc ce n'est pas simplement un aspect réglementaire à couvrir, ça touche vraiment du front jusqu'au back-office en passant par tous les différents niveaux. Donc c'est cette intégration-là qui est extrêmement complexe. Le deuxième élément qui est relié à celui-là, c'est le changement culturel, parce que toutes les strates de la société, entre guillemets, sont touchées, et cet aspect de changement doit être intégré et doit être aussi perçu par les différents acteurs au sein de l'organisation, quel que soit le niveau. Et le troisième élément, c'est un sujet qui a été largement débattu sur le thème ESG, c'est les aspects de data, de données, qui demeurent encore aujourd'hui une problématique, ça s'est amélioré sur ces derniers mois, mais qui demeure encore une problématique ouverte. Monsieur Barou, comment vous voyez ces points aussi qui sont exposés par Monsieur Motte? Oui, alors effectivement, déjà bonjour à tous. Je suis aussi ravi d'être là pour vous parler de ces sujets qui sont des sujets passionnants et tout à fait d'actualité. Alors, je partage l'avis de mon confrère en fait sur ces défis. Je pense qu'on peut y rajouter la dimension temporelle. Qui est un défi important pour les gestionnaires qui ont à traiter de ces sujets. Il y a une accélération importante du rythme réglementaire et des attentes en matière d'ESG et la nécessité pour tous les acteurs que vous avez mentionnés, tous les acteurs impliqués au sein de l'entreprise, de monter en compétence, de se mettre à jour sur des sujets qui sont, et ça aussi c'est un point qu'il faut bien souligner, qui sont des sujets qui sont quand même qui sont des sujets qui sont très spécialisés et qui nécessitent effectivement un effort. Et le fait d'avoir à faire monter en compétence
à aussi brève échéance un nombre d'acteurs importants, la direction stratégique, les fonctions risques, les fonctions compliance, les personnes du front, qui vont aussi devoir simplifier ces messages, vulgariser ces messages vis-à-vis de différents types de clientèle. Ça, je pense que c'est un défi majeur. Et avec cette pression temporelle, cette dimension temporelle, vient la question des choix prioritaires. Et là aussi, je pense que des choix complexes se posent. Tout d'abord d'un point de vue thématique. On voit que plusieurs acteurs doivent avancer un peu plus vite sur les questions climatiques, parce que c'est la question d'actualité. On a parlé de ce que la FINMA a publié encore il y a 2 semaines sur les attentes en matière de transparence pour des acteurs financiers. Ça concerne les grandes banques, mais ça va finalement donner le ton de ce qui est attendu de l'ensemble des acteurs. Et puis après, il y a des choix opérationnels. Est-ce que je participe aux tests d'alignement climatique qui sont mis à disposition? Une fois que je le fais, quels sont les portefeuilles que je soumets pour savoir la photographie que je veux obtenir de ma gestion? Comment est-ce que j'interprète ces résultats? Comment est-ce que je communique les résultats que j'ai obtenus? Et c'est avec ça que je conclurai. Une fois que j'ai ces résultats, quels sont les objectifs que je fixe pour pouvoir progresser, et comment est-ce que je m'assure que ces objectifs soient conformes aux valeurs que je veux représenter dans la manière de gérer mon entreprise. Donc on le voit, les défis sont complexes et sont nombreux. Merci, Monsieur Zinker. Par rapport aux biens immobiliers, où est-ce que vous voyez les principaux défauts en fait, pour l'implémentation de la durabilité et aussi l'actualité sur le marché? Très bien. D'abord, bonjour à tout le monde. Pour vous répondre peut-être du tac au tac, je pense que dans l'implémentation des aspects des défis ESG au quotidien dans la gestion d'un fonds immobilier, sachant que l'immobilier, c'est quand même un laboratoire réel, on parle donc de décisions et d'actions réelles qui ont un impact réel sur l'environnement. Il y a d'abord peut-être une dimension stratégique, c'est de définir si le fonds ou si notre activité elle promeut le développement durable ou s'il en fait sa cible. Ce sont deux stratégies qui sont parallèles et qui peuvent aussi s'opposer dans l'activité quotidienne. Et puis ensuite de décider comment financer les actions que l'on mène, qu'on a décidé de mener stratégiquement. Il faut savoir que dans l'implémentation de ces obligations ou de cette philosophie, il y a des coûts qui sont intrinsèques, et il faut pouvoir déterminer de qui paie quoi, comment, parce que si on ne peut pas les financer, on ne peut pas les planifier et on ne peut pas les réaliser. Merci beaucoup. J'aimerais passer à un autre sujet. On entend souvent parler de ces devoirs fiduciaires, etc. Maintenant, investir dans les produits durables, est-il un choix qui est dicté par le marché uniquement, ou est-ce que peut-être c'est aussi un choix qui est dicté par les devoirs fiduciaires, Monsieur McIntyre? Merci beaucoup, Katia. Bonjour à tous. Je crois qu'effectivement, il y a une question de marché. Je crois que c'est très clair. Il y a un trend. Les gens veulent de l'ESG. Je cite le CEO de BlackRock il y a quelques années qui disait qu'on est en train de vivre un moment historique dans ce siècle, c'est qu'on est dans un shift de valeur entre deux générations. Il y a à peu près 26 trilliards qui vont passer des mains des baby-boomers à ceux des millénials. Donc c'est vraiment un shift générationnel, un transfert de valeur qui est gigantesque. Et puis ça, c'est aussi pour ça que vous, ici, êtes intéressés à ce sujet, c'est que le public demande ça. Mais maintenant, la question que vous disiez, c'est est-ce qu'on est obligé de le faire? Parce qu'ici, on est tous intéressés à ESG, mais la question, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de tenir compte de ces critères-là? Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Et pour répondre à cette question, il faut remonter, prendre un tout petit peu de hauteur et savoir ce que c'est les devoirs fiduciaires. Alors, quand on parle de fiduciary duty, en anglais, c'est un très vieux concept qui date du Moyen-Âge, et qu'on a interprété, transformé au Royaume-Uni et aux États-Unis, et qui dit, dans le cadre de la gestion de fortune, eh bien, vous avez pris l'argent de votre client pour le gérer, eh bien, vous êtes dans un rapport spécial, on vous fait confiance, et vous devez le gérer dans l'intérêt de votre client. Et quel est l'intérêt du client? Eh bien, si vous êtes là, c'est pour le rendement, n'est-ce pas? Et pendant de très nombreuses années, on a dit, surtout aux États-Unis, mais en Europe aussi, qu'en fait, c'est le seul et unique but du gestionnaire et des fonds, c'est de faire de l'argent, de faire du rendement.
Et puis, dans les années, déjà au XVIIIe siècle, certaines grandes sociétés comme ceux qui géraient l'argent des méthodistes à l'époque avaient interdit l'investissement dans les sociétés qui pratiquaient l'esclavage, la discrimination raciale. On voit déjà dans ces sources-là. Et on est arrivé dans les années 70 au concept de SRI, Socially Responsible Investments, surtout avec la guerre du Vietnam, où tout d'un coup on a eu ces investissements, de plus en plus l'envie d'investir dans des choses durables. Et puis, jusque dans les années 2000, on s'est dit non mais si on a un devoir fiduciaire, on ne peut pas investir dans ce genre de société-là pour des raisons simplement éthiques, politiques ou morales. C'est vraiment, il faut regarder le rendement. Et là, dans les débuts des années 2000, et c'est là que ça devient très intéressant, on a inventé le concept d'ESG, sous l'impulsion de Kofi Annan notamment, et on a dit, mais en fait, ESG, ces critères-là, on n'investit pas dans ESG juste pour des raisons politiques, mais c'est parce qu'ils ont un impact financier. Tous ces critères-là de durabilité dont on parle aujourd'hui, ils sont importants simplement parce qu'ils ont un impact à long terme financier, ils se concrétisent dans un risque. Et puis c'est avec ce concept-là que maintenant on arrive de plus en plus à considérer dans beaucoup de pays, peut-être aussi en Suisse dans quelques années, que le gestionnaire est obligé d'en tenir compte. Et ce n'est pas seulement une possibilité, mais il doit en tenir compte. Donc je pense qu'on est effectivement dans une situation où on se rapproche de plus en plus d'une obligation de tenir compte de ces critères et pas juste une possibilité. Et puis ça se ressent dans les différentes réglementations dans l'Union européenne et peut-être en Suisse à l'avenir. Très bien, alors on a les devoirs financiers, donc vous dites aussi qu'il faut aussi, remplir ces obligations-là, mais qu'en est-il de la rentabilité? Donc ça c'est quelque chose aussi qui entre probablement aussi des fois en conflit avec cette obligation fiduciaire ou pas. Monsieur Zenker, qu'en est-il des biens immobiliers, des fonds immobiliers, des fonds de placement immobiliers par rapport à la rentabilité? Jusqu'à il y a quelques années, le rendement était... Vous pouvez juste prendre le micro, s'il vous plaît, merci. Jusqu'à il y a quelques années, le rendement était calculé sur la base du prix d'achat, des investissements et du retour sur investissement. Aujourd'hui, il y a un nouveau facteur qui rentre en ligne de compte, c'est l'intégration de la nécessité d'intégrer des facteurs de développement durable qui sont des coûts. Ces coûts... ils sont divers, parce qu'en phase d'acquisition, par exemple, d'un immeuble, on se retrouve avec une obligation de due diligence beaucoup plus approfondie sur le thème ESG. Ensuite, pendant la période de vie d'un immeuble, on a forcément de la veille à créer, on a ensuite de l'analyse et puis de la stratégie à développer. Et peut-être que du point de vue de la gestion quotidienne, on peut dire que sur le court terme, les investissements liés au développement durable peuvent gréver la rentabilité d'un fonds. Ce n'est pas forcément le cas à moyen terme et ce n'est peut-être pas du tout le cas à très long terme. Pourquoi? Parce que si vous acquérez aujourd'hui une nouvelle construction qui se surpasse toutes les normes de développement durable connues, qui répond déjà aujourd'hui en fait, aux exigences de 2050, eh ben, votre rendement il va être constant, sauf accident majeur, pendant tout son cycle de vie. Si vous acquérez un objet où vous avez un investissement X à faire, ben, vous allez lisser l'investissement en relation au développement durable sur une période qui est déterminée. Par contre, si vous achetez des immeubles ou si vous avez en portefeuille des immeubles qui nécessitent tous, tout de suite, une action immédiate pour répondre soit à un incentive, soit à la loi, eh bien, vous allez en fait devoir utiliser votre CAPEX pour mettre aux normes ces immeubles et votre rendement, forcément, il risque d'en être diminué. Il y a un point peut-être dont on ne parle jamais, c'est le fait que le développement durable, ce n'est pas seulement les améliorations énergétiques. Le développement durable dans l'immobilier ou dans le bâtiment, ça concerne aussi toutes les mises aux normes de sécurité et de santé statique des immeubles. Pourquoi? Parce que vous pouvez acquérir un immeuble ou avoir un immeuble qui est super emballé, super rénové, qui a toutes les dernières technologies de veille, de pilotage et tout ce que vous voulez. S'il a un problème structurel grave, eh ben forcément, votre immeuble n'est pas durable. Et ça, on n'en parle pas assez. Et quel est le coût réel de la planification et la mise en œuvre d'une stratégie ESG pour les fonds immobiliers?
Alors, on a très peu de recul sur le coût réel. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de concurrence pathologique du côté des consultants ou des fournisseurs de services qui vous aident à le faire, qui vous aident à produire de la data pour qu'elle puisse être exploitée. Donc actuellement, c'est relativement cher. Hein, et il faut savoir aussi que la veille écologique, enfin la surveillance énergétique d'un immeuble, elle est partiellement défalcable sur le locataire jusqu'à un certain point, parce que le locataire peut contester simplement l'intégration de la veille énergétique dans son décompte de chauffage. Et ce sont des risques hein, et des coûts qu'on a peine à prévoir. Donc aujourd'hui, si on fait abstraction du programme bâtiment, si on fait abstraction d'une future obligation de répondre à des normes accrues, on peut dire que de répondre spontanément et systématiquement, sans cibler et de manière aveugle à tous les critères du développement durable, coûte extrêmement cher, d'autant plus que personne ne se pose la question de la disponibilité des matières premières qui vont vous permettre de le faire. Aujourd'hui, on le vit au quotidien, hein, le bois est devenu rare à cause de la crise Covid. Hein. Tous les produits composites viennent de Chine ou d'Inde, ils ne sont pas disponibles, leur prix explose. Donc en fait, il est possible que l'application brutale et aveugle des principes du développement durable dans l'immobilier cause une augmentation des coûts de la construction, cause une augmentation des coûts de services, et donc pourrait, à un moment donné, temporairement aussi grever le rendement de l'immobilier. Mais à long terme, vous voyez quand même un bénéfice en fait d'implémenter cette durabilité. Et si oui, comment procéder aussi pour les fonds immobiliers? Alors évidemment, à long terme, le bénéfice il est énorme. L'investissement est nécessaire. Ce qui est important, c'est de parvenir à avoir la donnée correcte, sachant que la donnée, elle n'est pas permanente. La donnée fluctue tout le temps. Un immeuble, c'est comme un être humain, hein, donc il vit, notre pouls varie tout le temps, notre rythme respiratoire varie tout le temps, nos habitudes varient tout le temps. Et donc, cette veille, cette permanence, elle devrait nous permettre de comprendre comment fonctionnent nos immeubles, elle devrait nous permettre aussi de cibler les actions que l'on devrait implémenter, et puis aussi de les diluer dans le temps, du point de vue de la rentabilité, du point de vue de leur efficacité, et surtout, de nouveau, on n'en parle jamais assez, chacun des éléments d'un immeuble a un cycle de vie différent. Le système primaire, donc la structure porteuse, a théoriquement un cycle de vie d'une centaine d'années. Le système secondaire, que ce soit les façades ou la plomberie ou les parties techniques, ont un cycle de vie de l'ordre de 25 ans. Et donc, on devrait pouvoir prévoir longtemps à l'avance le remplacement ou les mises aux normes de ces éléments en répondant à la taxonomie, par exemple, ou à d'autres critères. Et puis donc, aussi dans cette mesure, vous voyez aussi oui, qu'on ait peut-être dans le ESG un peu plus le focus sur le S au fur et à mesure ça progresse avec les fonds immobiliers qui prennent en compte aussi les facteurs de durabilité. Alors, il n'est pas possible de ne pas prendre en compte les facteurs de durabilité dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que l'immobilier et la construction représentent 24 ou 25% en Suisse de l'émission de gaz à effet de serre. Dans le monde, c'est à peu près identique. Simplement, c'est la façon d'appliquer ces directives ou peut-être parfois il faut penser en dehors de la case et puis se dire que la technologie en elle-même n'est pas forcément la solution à tout. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est l'électricité qui est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, à peu près 40% des émissions totales. Le fait de mettre aux normes thermiques et dynamiques un immeuble, ça implique le fait de le bourrer de technologie, de la ventilation, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, on utilise de l'électricité. Tiens, on utilise de l'électricité. Alors, on prend quelque chose quelque part, et puis on le redonne ailleurs. Et ça, c'est un calcul dans le footprint global de la vie d'un immeuble que personne ne fait. Il n'y a personne qui vous fournit ce service.
De même que lorsque vous transformez un immeuble, vous démontez, vous détruisez un certain nombre de choses, vous devez le recycler, ça aussi, ça produit de l'énergie grise, et ensuite, vous devez le ramener sur le site. Donc, l'immobilier est un fantastique laboratoire pour le développement durable. Simplement, il faut faire les choses dans le calme et bien, et il faut les cibler. Merci beaucoup. Passons à un autre sujet qui est aussi toujours très actuel. Aujourd'hui surtout, on avait la mise en œuvre une première partie de la SFDR en mars passé. Maintenant, quelles tendances pouvons-nous voir sur le marché? On sait que pour l'industrie, c'était vraiment un défi pour procéder à cette implémentation. Monsieur Mott, quelles sont vos expériences par rapport à cette mise en œuvre de la SFDR? Alors, tout d'abord, peut-être quelque chose que l'on constate sur le marché. Donc, comme vous le savez, à mon avis tous, les aspects, les produits durables ont continué à croître et de manière de plus en plus importante. Donc, l'implémentation de cette nouvelle norme au niveau européen, SFRD, définitivement, ça a eu un impact positif. On le disait, le marché dicte le changement, mais les régulations le font également. Et cette norme, qui est très exigeante, a incité et a insufflé et a obligé beaucoup d'acteurs à se mettre au diapason par rapport à certains de ces critères. Après, au niveau de quel a été l'impact, c'est très intéressant de voir aussi l'impact que ça a eu sur les produits, dans le sens où les produits ont évolué. Avant, c'était vraiment des produits ESG standards, classiques. Maintenant, on se rend compte qu'il y a une complexité qui se met en place et qu'il y a beaucoup plus aussi de produits avec un impact ESG, un impact durable qui est recherché dans la finalité de l'investissement. Donc, on se rend compte que les produits deviennent plus complexes et aussi l'impact est plus important au niveau de durabilité. Et c'est indirectement, à mon avis, un lien avec cette nouvelle norme qui clarifie aussi et qui permet de mieux classifier ces différents types de produits. Après, le deuxième objectif clé de SFRD, c'était aussi d'apporter plus de transparence. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas complètement arrivé à l'objectif, dans le sens où il y a... les règles n'étaient pas très claires au niveau des standards techniques, les RTS, pour pouvoir identifier exactement comment catégoriser les placements entre l'article 6, l'article 8 ou l'article 9. Il y avait une marge d'interprétation qui était quand même assez forte. Et on se rend compte qu'en Suisse, par rapport à notre analyse, il y a vraiment eu un certain conservatisme aussi, de peur d'être reclassifié une fois que le niveau 2 serait ressorti. On se rend compte que dans d'autres pays européens, il n'y a pas eu le même conservatisme. Donc il y aura certainement un réajustement qui va se faire d'ici quelques mois, notamment avec la sortie du niveau 2, en lien avec SFRD. Mais donc pour résumer, un impact important sur le marché. Aussi, pour rebondir avec le commentaire de mon collègue sur l'aspect de la temporalité, la mise en application de cette norme était très rapide, très complexe, et ça a nécessité beaucoup d'investissement et d'efforts de la part des différents acteurs, mais incomplet au niveau de la transparence, avec des progrès encore à venir avec la clarification de ces éléments au niveau de la RTS. Et puis ces défis continuent vu qu'il y a une deuxième étape d'implémentation et une troisième, exactement. Maintenant, Monsieur Barou, comment est-ce qu'on pourrait mettre à profit ces adaptations réglementaires pour la clientèle et quelle est aussi la valeur ajoutée pour la clientèle, vu aussi cette réglementation si complexe, est-ce qu'elle donne vraiment de la clarté pour la clientèle? Oui, alors ça c'est effectivement une bonne question en fait. Il faut se rendre compte qu'effectivement SFDR est un programme ambitieux, ça a été dit, et un programme qui a généré parmi les acteurs qui ont dû le mettre en œuvre, qui a généré un certain nombre, on va dire, d'écarts entre la pratique qu'ils avaient et les exigences réglementaires. Ces égards sont plus prononcés suivant les sujets. Il y a des sujets qui sont très classiques. On parle notamment dans SFDR d'intégration des facteurs ESG, des risques ESG dans la prise de décision d'investissement. Ça, pour toutes les personnes qui sont dans la salle ou qui nous regardent, tous les Friends of Funds qui sont signataires des PRI, des principes pour l'investissement responsable, ça c'est quelque chose de très classique qui existe depuis une dizaine d'années, et c'est plus finalement l'identification de ce qui est déjà fait qui est en train de se passer qu'une véritable révolution. Pour d'autres aspects
D'autres aspects sont plus novateurs. On parle notamment des principales incidences négatives. Il y a une liste d'indicateurs extrêmement complète à analyser. Là, effectivement, c'est quelque chose de plus nouveau et sur lequel le marché a plus de difficultés à trouver les informations nécessaires. Dans ce cadre-là, justement, se pose la question, quelles sont ces informations qui sont déjà très techniques et qu'il faut comprendre, en fait, quelles sont ces informations qu'on peut réutiliser ou qu'on va réutiliser de manière prioritaire vis-à-vis des clients. Quelque part, ces indicateurs, il ne faut pas les utiliser, il ne faut pas voir ça comme un exercice de pure compliance. Il y a d'ailleurs un choix à exécuter, un choix du type d'indicateur. Certains indicateurs sont obligatoires, mais d'autres indicateurs sont un choix du gestionnaire. Et dans ce choix, il y a la nécessité de trouver les informations dont les investisseurs, dont les clients ont besoin. Par exemple, on mentionnait certains indicateurs importants du point de vue de l'immobilier. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par savoir si les fonds immobiliers qu'ils vont acquérir, et il y en a beaucoup des fonds immobiliers suisses qui sont intéressés de savoir si ces fonds sont conformes aux normes durables, c'est important d'avoir plus de transparence, c'est important d'avoir des standards, et c'est aussi important, et je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit, c'est important de deux manières. D'abord parce qu'il faut présenter ça de manière compréhensible et avoir les données nécessaires, donc créer finalement les données nécessaires et pas que ce soit réservé à un petit nombre finalement de fournisseurs. Il faut bien pouvoir choisir ces données. Et puis, et c'est je pense sur ça que c'est important vis-à-vis des clients, dans certains types d'investissements, l'immobilier est un exemple particulier, les gestionnaires locaux ont un levier incroyable, ont un levier important lorsqu'ils engagent, lorsqu'ils dialoguent avec les personnes qui sont, enfin, lorsqu'ils dialoguent avec les promoteurs, en fait, ces personnes-là peuvent avoir un impact. Donc je pense qu'il faut, je trouve ça très intéressant qu'on ait les deux visions aujourd'hui dans ce panel, cette vision extrêmement aérienne du SFDR ou de la taxonomie qui viennent d'en haut, qui viennent de l'Union européenne, sur laquelle on a finalement assez peu d'influence, et puis l'application de ces mêmes principes dans des investissements qui sont les nôtres, la contribution, et cette contribution que l'on peut avoir ici, cette contribution est aussi essentielle. Merci. Maintenant, on a entendu beaucoup des problèmes et les défis, etc. Puis on sait que ces mesures législatives de l'Union européenne sont très complexes. On a aussi entendu comment se présente la situation en Suisse, aussi un peu en pratique. Maintenant, se pose quand même la question, comment est-ce qu'on pourrait harmoniser les approches réglementaires entre la Suisse et l'Europe? Est-ce qu'il y a une nécessité par rapport à ça? On peut parler de la SFTR, mais on peut aussi, par exemple, de la taxonomie, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, mais qui définit même la notion de la durabilité. Monsieur Mehmetai. La taxonomie, c'est mon sujet préféré, donc merci de me lancer là-dessus. La taxonomie, et je trouve qu'on en parle vraiment très peu, que ce soit dans les médias ou même dans les discussions spécialisées comme aujourd'hui, c'est un sujet qui passe comme ça, on en parle un petit peu, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est. En réalité, la taxonomie, c'est vraiment le cœur de la matière, c'est la base de toutes les autres réformes dont on est en train de parler. Avec la taxonomie, ce que l'Union européenne a fait, alors ça peut être critiquable au niveau du style, parce que c'est très très lourd, mais c'est un travail herculéen qu'ils ont fait. Ils sont allés voir chaque activité, mais vraiment toutes les activités. Alors on peut prendre l'immobilier par exemple, et il y a un tableau Excel qui fait des milliers de lignes, et on nous dit quels critères doivent être respectés pour une certaine activité pour qu'elle soit jugée compatible avec la taxonomie. Si on prend l'immobilier, vous allez voir construction d'immeubles et vous avez tous vos critères en matière de normes de CO2. Il faut que les sanitaires ne dépassent pas plus que 8 litres d'eau minute. Enfin, c'est extrêmement détaillé. Et en réalité, ce qu'il faut faire, c'est aller voir en tant qu'entreprise, donc opérationnelle, pour vous classer dans vraiment l'échelle de la taxonomie, il faut aller voir ces critères, se classer et dire, ben voilà, moi dans mes activités, j'ai 80% d'activités qui sont compatibles avec la taxonomie. Ce qui permet ensuite aux gestionnaires de fortune ou aux producteurs qui produisent des fonds, typiquement, de reprendre ces données-là et de les intégrer dans toutes les autres, que ce soit SFDR, TCFD et toutes les autres normes de transparence. Et c'est là où le reproche qu'on peut faire à l'Union européenne, c'est que la taxonomie, elle n'est pas encore complètement aboutie. Et en fait, on a lancé les autres réformes avant la taxonomie,
Et puis du coup, il y a une espèce de précipitation, et puis on a tous les problèmes que mes collègues ont décrits aujourd'hui. C'est qu'on est obligé de déclarer, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas sur quels critères se baser, et puis on aboutit finalement à un résultat qui n'est pas super satisfaisant. Et je pense que là, il y a un effort à faire, et sur le sujet de la Suisse, on ne sait pas ce que la Suisse va faire, on ne sait pas, je sais qu'il y a des discussions au plus haut niveau au gouvernement en Suisse à ce sujet. On ne sait pas si on va reprendre la taxonomie telle qu'elle, ça serait un petit peu difficile à croire. Est-ce qu'on aura une taxonomie light, on reprend certains éléments par-ci par-là en fonction de ce qui nous intéresse, ou est-ce qu'on aura le contraire, un Swiss finish, ou alors rien, pas de taxonomie du tout, et on laisse le marché en fait reprendre les critères de l'Union européenne pour ensuite faire quelque chose en Suisse. C'est un petit peu le mystère, on devrait en savoir plus d'ici la fin de l'année. Mais je crois que c'est vraiment, il faut vraiment avoir plus de concentration sur cet aspect de taxonomie pour pouvoir ensuite développer des sets de données qui sont fiables et qui sont utilisés partout. Et la taxonomie a été rédigée vraiment par l'Union européenne pour être utilisée par tous les pays du monde. Ce n'est pas quelque chose qui est fait uniquement spécifiquement à l'Europe, donc c'est vraiment une architecture qui est facilement adaptable. Mais bon, après on voit dans d'autres pays qui commencent à développer leur propre taxonomie, notamment la Chine, qui aura aussi une influence. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas, est-ce qu'on va suivre l'Europe, est-ce qu'on va plutôt prendre une approche américaine, ou on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer de ce point de vue-là, mais en tout cas, il faut suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Maintenant, un autre sujet qui est aussi assez passionnant, dont on a aussi beaucoup de peine à parler ou à avoir des informations, c'est en effet la comptabilité durable. Maintenant, quels sont les développements dans cette matière concernant l'intégration des aspects de durabilité dans les normes comptables, et comment est-ce qu'on pourrait peut-être anticiper en fait ces développements, Monsieur Mott? Oui, bon, peut-être l'aspect passionnant du sujet n'est peut-être pas transversal à tout le monde, mais... Pour vous, comme expert comptable, j'espère que vous pouvez tout à fait, oui, bien sûr. la passion. Non, peut-être malheureusement, entre guillemets, sur ce sujet-là, sur le sujet de la comptabilité, de manière, surtout en Suisse, il n'y a pas vraiment de réforme en cours, il n'y a pas vraiment de consultation en cours, c'est pas un vrai sujet actuel pour la Suisse. Après, au niveau standards internationaux, il y a une consultation très importante qui a été lancée, notamment par IFRS, pour pouvoir justement créer un standard spécifique en lien avec les aspects de sustainability. Mais on se rend compte qu'on est encore en deçà des attentes, on va dire, des différents acteurs du marché, dans le sens où ça traiterait d'un standard transverse qui essaierait de regrouper tous les standards existants afin de pouvoir couvrir les aspects de non-financial reporting qu'on va traiter ultérieurement. Donc c'est un standard qui au final ne traite pas directement de la comptabilité. En revanche, par rapport aux discussions qui sont en cours et aux réflexions de manière un petit peu plus large, on rejoint vraiment un élément qui a déjà été abordé lors du débat aujourd'hui, c'est d'intégrer dans les aspects financiers vraiment cet élément de durabilité. Ce que je veux dire, c'est que au niveau on ne va plus déterminer l'objectif à terme, ce ne sera plus d'avoir un PNL, un résultat qui sera purement financier, mais qui reflètera exactement l'impact écologique ou l'impact ESG, environnemental, gouvernance, au niveau du résultat. Donc si on fait un investissement, pour donner un exemple très simple, si on en fait un investissement dans une entreprise minière et que cet investissement nous rapporte 15% par année, actuellement, le résultat, ce sera 15% de bénéfices, de résultats positifs à la fin de l'année. À terme, si ces 15% sont contrebalancés par 20% de coûts de compensation climatique par rapport à l'activité qu'a cette industrie minière, là où elle exerce, que ce soit au niveau environnemental, social ou gouvernance, à ce moment-là, il y aura un résultat négatif qui sera reflété dans le PNL de l'entreprise. Donc c'est vraiment une transformation totale des principes et de l'approche qu'on aurait au niveau des états financiers. C'est là où on se situe actuellement, mais ce n'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup. Vous avez aussi mentionné les informations non financières. Maintenant, les investisseurs, les régulateurs et plus globalement la société exigent toujours plus de transparence concernant les performances non financières des entreprises pour juger en fait de leur valeur à long terme. Maintenant, comment renforcer la sincérité et la fiabilité des informations non financières
d'une entreprise. Monsieur Barrault, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, s'il vous plaît? Oui, alors effectivement, comment renforcer la fiabilité des données? Ça, c'est important en rapport avec un sujet dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la transparence. La transparence imposée aux acteurs financiers. Il y a eu au niveau européen un problème de séquençage. C'est-à-dire qu'on a demandé aux intermédiaires financiers, aux banques, aux gestionnaires de fournir des informations, d'être transparentes sur la performance non financière des entreprises qui composent leur portefeuille. Et cette obligation de transparence est venue avant celle qui était la plus logique, c'est de demander à ces entreprises, aux entreprises concernées, elles-mêmes, de produire ces informations et de produire ces informations de manière fiable. Au niveau européen, ce problème de séquençage est en train d'être réglé puisqu'on va élargir le périmètre des entreprises qui doivent préparer un rapport non financier, qui d'ailleurs ne s'appellera plus un rapport non financier, ça s'appellera un rapport de durabilité, parce qu'on voudrait véhiculer le message important que ces informations ont autant de valeur que les informations financières, donc c'est des informations de durabilité, et on veut créer le matériau, les données, les rendre accessibles, dont vous aurez besoin, vous, intermédiaires financiers, pour assurer votre propre transparence. Quel est le défi qui va se poser dans ce domaine-là? Le défi, c'est un défi qui a été, je crois qu'il a été, là par contre il a été transversal à pratiquement toutes les interventions, il y a un défi de crédibilité de ces informations. Et pour que ces informations soient crédibles, tout d'abord, il faut que le standard soit un peu uniformisé, en tout cas le plus possible. On n'arrivera jamais à un standard uniforme, il y en aura toujours plusieurs, mais au moins que ces standards soient coordonnés. Ils doivent être coordonnés d'un point de vue matériel, dans le cadre de justement de cette évolution de la CSRD, de l'évolution au niveau européen. Il y a un groupe de travail qui prépare un standard qui devrait être le standard à la base de ce reporting non financier. Et puis, il faut aussi une standardisation géographique. Il faut qu'il y ait un certain alignement, en tout cas, entre les différents marchés. Comment est-ce qu'on va arriver à apporter plus de crédibilité? Il faudra également exiger que ces informations qui viennent des entreprises puissent tenir la critique, puissent être vérifiables par des tiers indépendants. Et ça aussi, c'est une exigence qui se retrouve dans la nouvelle mouture de la directive européenne. Est-ce que la Suisse va y échapper complètement? Non, ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Vous avez tous peut-être en mémoire cette votation que nous avons eue en novembre sur l'initiative pour les entreprises responsables ou les multinationales responsables. Il y avait un contre-projet, enfin l'initiative n'a pas été acceptée, mais le contre-projet a été adopté. Ce contre-projet contient les dispositions en l'état en Europe en matière de reporting non financier. Et ça, on attend ça pour le début de l'année prochaine. Ça s'appliquera aux grandes entreprises. La vraie question qui se pose, est-ce que la Suisse devra adopter également la version 2, cette CSRD dont on parle, qui est finalement la version modifiée, améliorée de ce que nous nous apprêtons à intégrer dans le Code des obligations. Donc, pour résumer, on n'a pas terminé de parler de ces sujets. Ces sujets évoluent très rapidement et feront peut-être d'ailleurs l'objet de discussions ultérieures au sein de ce forum. Juste un mot, je rejoins totalement ce que mon confrère a dit. Je voulais simplement apporter encore un élément additionnel. Si vous lisez le champ d'application du contre-projet, il y a non seulement les grandes entreprises, mais il y a surtout toutes les entreprises qui sont réglementées FINMA. Donc là, on ne sait pas exactement s'il y aura des exceptions ou pas, mais en principe, le champ d'application s'applique à toutes ces sociétés-là, peu importe leur taille, si on lit la loi. Il y aura sûrement des exceptions ou une espèce de proportionnalité qui va se mettre en place, mais je pense que c'est un élément que l'industrie devra suivre avec attention. Tout en précisant quand même qu'il y a cette exigence en fait en matière de chiffre d'affaires et puis les exigences aussi en matière de nombre d'employés en fait. Par contre, ces exigences qui sont des exigences, c'est ça le filtre, hein, le principal filtre, c'est le nombre d'employés, c'est quand même 500 employés, c'est quand même assez élevé. Ça, par contre, c'est des exigences qui vont changer au niveau européen. On va réduire, on va descendre en fait le nombre d'employés requis. Et ce qui est aussi intéressant, on va prendre des mesures entre guillemets d'accompagnement pour que justement les entreprises de petite taille puissent le faire, puisque finalement c'est à ça qu'on devrait tendre, pas qu'il y ait le plus d'exceptions possible, mais que le plus d'entreprises possible reportent sur ces sujets.
Monsieur Decker. J'apprécie énormément le dialogue et les rebondissements parce que finalement, l'asset management immobilier, c'est avoir la tête dans les nuages et les pieds dans la poussière. Donc en fait, on passe notre temps à passer de l'un à l'autre. Moi, je vais retourner un peu dans la poussière par rapport à la transparence et au devoir de reporting en termes de développement durable. Il faut dire une chose, c'est que le volume de données qui est collecté par n'importe quel système de veille énergétique est tellement énorme que finalement l'effort pour l'analyser vraiment, pour le comprendre et pour pouvoir répondre à tous les incentives qui sont donnés, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entités, de personnes ou d'algorithmes qui y parviennent aujourd'hui. Donc finalement, cette communication, cette transparence, elle se fait à travers un rapport annuel, et on parle de moyenne. Alors, il ne faut pas oublier qu'un immeuble consomme beaucoup d'énergie, il en produit parfois, mais ce sont les usagers qui sont responsables de la majorité de la consommation énergétique. Il faut imaginer en fait que les us et coutumes de tous les habitants ont une influence extrêmement importante et que le même immeuble, d'une année à l'autre, en fonction de leurs habitants et de leurs habitudes, peut avoir des performances complètement différentes. Ça, on n'en parle jamais. Et donc, on va voir apparaître d'une année à l'autre, d'un rapport à l'autre, des données qui sont peut-être complètement différentes pour le même immeuble. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus chaud cet hiver-là. Les personnes qui habitaient dans cet immeuble n'ont pas suivi les directives du propriétaire et de la gérance, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça pose la question de la permanence de la donnée. Cette permanence, elle n'est pas garantie. C'est un suivi absolument constant, et aujourd'hui, on n'a pas le moyen, en fait, de fournir un reporting simple, efficace, et de pouvoir le communiquer de manière crédible. C'est mon avis personnel. Et ça nous mène, en fait, à quelque chose d'autre encore, c'est que les fonds immobiliers, quand ils sont comparés par des experts et par des investisseurs, en fait, il y a quelques données fixes qui sont toujours reprises. Il y a le rendement brut, il y a le TER, il y a le volume investi, il y a l'agio. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier le discours sur le développement durable en proposant de créer un autre benchmark qui est le pourcentage d'investissement à caractère durable dans les travaux engagés ou dans les immeubles acquis? Vous savez que seul 1% du budget de construction en Suisse est alloué en fait aux rénovations, et sur ces 1%, il y a 0,4% qui est dédié uniquement aux améliorations énergétiques ou environnementales. C'est extrêmement peu. Dans un marché où, si la loi CO2 passe ou une autre loi passe finalement dans un avenir proche, on va se retrouver dans une situation où on sera obligé d'implémenter des directives ESG, quelles qu'elles soient, et finalement, on sera obligé de soutenir une vision locale. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'acheter de la pierre en Chine et de la faire venir en cargo. Votre empreinte carbone, elle sera catastrophique. Ça ne sert à rien d'acheter du sable ou du gravier au Nigeria et de le faire venir en Suisse. La même chose. Et finalement, je pense que le développement durable et son application dans l'immobilier sont une chance pour l'économie locale de la construction et de la gestion. Aujourd'hui, il y a à peu près 14 milliards qui sont investis par année dans les rénovations énergétiques. Il faut imaginer que ce chiffre va être multiplié d'année en année, pour la simple et bonne raison que si la législation et les régulations finissent par rendre aussi cher le développement durable que son mépris, forcément, on va devoir non seulement investir dans des immeubles durables, mais il faudra aussi penser à investir pour soutenir l'économie locale, pour le recyclage, la création de nouveaux produits, les veilles énergétiques simplifiées, les analyses simplifiées. Et ça, on n'en parle jamais non plus. Merci beaucoup. Il reste encore beaucoup de problèmes à traiter, beaucoup de défis en fait. Le temps passe vite. J'aimerais aussi ensuite donner la parole aux participants ici. Et
avant de finir en fait ce débat, j'aimerais aussi venir à des conclusions. Maintenant, on a beaucoup entendu des différences en Suisse et puis dans l'Union européenne. On a l'impression que l'Union européenne est très très loin. Ici en Suisse, il y a encore beaucoup de sujets qui sont apparemment pas vraiment traités. Maintenant, vraiment très très brièvement, 3 phrases si possible, 3 phrases. D'un point de vue de la compétitivité internationale de la Suisse, qu'est-ce que vous pensez que la Suisse se trouve sur le bon chemin? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Monsieur McMetal. Je commence. Vraiment en 3 phrases, je pense que la Suisse a un rôle à jouer. Comme elle a joué un rôle en matière de création de ces principes ESG, mais je pense qu'on est aussi extrêmement en retard. Quand on voit ce qui se passe, surtout dans l'Union européenne, à mon avis, on a vraiment un train de retard, et puis c'est un petit peu le dernier moment pour prendre ce train qui est en marche. Et je pense que l'impulsion peut venir de vraiment... Elle peut venir soit du Conseil fédéral, soit de la FINMA, soit du marché, soit vraiment des acteurs eux-mêmes. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait des conférences comme aujourd'hui ou qu'on en parle de plus en plus, parce que je pense que pour la compétitivité de la Suisse, il faut vraiment agir et agir assez vite. Monsieur Zenker. Du point de vue du monde de la construction, il ne faut pas oublier que ça fait 50 ans que les normes SIA suisses existent et sont adaptées. Ça fait 50 ans que les normes européennes ou que les normes anglaises ou que les normes américaines ou que les normes japonaises n'arrivent pas à trouver d'équivalent. Et donc je pense qu'à court terme, l'application d'une directive ou d'un concept qui vient d'ailleurs sera difficile. Je pense que les ingénieurs et architectes et consultants suisses se feront un plaisir de ramener, de synthétiser les éléments existants et qu'ils feront certainement un très bon travail. Je pense surtout qu'il faut vraiment penser à la spécificité suisse dans le domaine de la construction et qu'on ne peut pas appliquer des normes et des directives japonaises ou canadiennes ou hindoues en Suisse. Ça n'est pas possible. Merci. Monsieur Barou. Oui, alors effectivement, par rapport à cette question de la compétitivité, ce qu'on aimerait souligner, c'est que la réglementation telle qu'elle existe en Suisse, en fait, toute forme de réglementation, ça a toujours été un plancher. Ça n'a jamais été un plafond. Ce n'est pas parce que la réglementation est à un certain endroit que les acteurs doivent se limiter à ces éléments-là. Et ça ouvre tout le champ des possibles pour tous les acteurs de la place financière suisse, de la place financière genevoise. C'est aussi à vous de définir ce que vous allez donner comme profil ESG à votre activité. Merci. Monsieur Motte, s'il vous plaît. Alors peut-être pour balancer un petit peu l'aspect compétitivité au niveau monde, effectivement par rapport à l'Union européenne, la Suisse actuellement est un petit peu en retard. Je pense qu'au niveau, si on compare avec l'Asie ou si on compare avec les États-Unis, l'administration Trump a eu un effet dévastateur, donc Joe Biden rattrape le retard, mais à ce niveau-là, je pense que la Suisse est quand même très bien positionnée. On a quand même une place financière qui est extrêmement forte, sur laquelle on a une attractivité internationale qui est reconnue, notamment au niveau de la qualité, au niveau de la force de la solidité de notre environnement bancaire. Donc je pense qu'au niveau de la compétitivité, la Suisse a encore la possibilité de tirer son épingle du jeu. Et vu qu'il n'y a pas de pression réglementaire, le conseil et ce qu'on voit qui fonctionne actuellement sur le marché, c'est vraiment de mettre des objectifs clairs, avoir une stratégie claire au niveau on parle de net zéro avec les objectifs 2030, 2050, un objectif clair sur l'impact écologique et sur l'impact de la décarbonisation. Et à partir du moment où ces objectifs sont fixés, la possibilité de les monitorer, tout l'engrangement d'obtention de data et de préparation, on va dire, sur une norme ou sur un cadre réglementaire qui arrivera ultérieurement, sera déjà fait en amont. Et les entreprises suisses seront prêtes à réagir de manière efficace à cette situation. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant poser la question à vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet? Quelque chose qui vous tente depuis longtemps? Pas du tout? D'accord, dans ce cas, j'aimerais remercier beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup d'être ici, aussi à vous. Pour moi, c'était très sympa d'être à Genève, encore une fois. Et puis, je passe la parole à Christina. Merci beaucoup. Merci infiniment, Katia. Merci, messieurs, pour la qualité de vos... Ah oui, pardon. Merci beaucoup, Katia. Merci, messieurs, pour la qualité
de vos éclaircissements. On aurait pu vous écouter encore longtemps, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir assez souvent encore dans les prochaines années. Le prochain événement Friends of Funds à Genève aura lieu le 14 septembre. Il sera alors le temps de faire un premier point et puis un retour d'expérience sur les premières autorisations au sens de la LEFIN, qui est aussi un sujet de cette année, les inscriptions au registre des conseillers. Et nous aurons le plaisir d'entendre à la fois des gestionnaires et des OS pour nous raconter leurs premières expériences. Et nous espérons être à ce moment-là en mesure de vous accueillir tous ici au théâtre Les Salons et dans la formule avec tout le public et puis le cocktail qui suit l'événement. Avant de nous quitter, un bref pour-mémoire des prochains événements de la Fund Academy et ensuite nous procéderons à la distribution des diplômes pour la dernière session de cette année de 2021 des Fund Officers. Alors, pour la première fois, Fund Academy lance des formations en anglais, en mode webinaire pour le moment. Nous avons une formation Know the Fundamentals d'un jour et demi. Le niveau Basic a commencé justement aujourd'hui. Le niveau suivant, Advanced, en 2 jours et demi, a lieu à partir du 17 juillet. Le 24 juin prochain, nous avons LSFIN, LEFIN en condensé, un séminaire d'1 journée, tout ce que vous avez besoin de savoir sur notre nouveau cadre réglementaire, alternant présentation et échange avec les experts. Et puis, bien sûr, la prochaine session de la formation Swiss Fund Officer pour les professionnels confirmés en 10 jours démarre le 15 septembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes pour tous ces événements. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Rendez-vous le 14 septembre. Et puis, d'ici là, passez un très bel été. Merci.